Bonjour, moi c'est Théo, coach en natation et bienvenue sur Swim Smart, le média qui t'aide à mieux nager dans l'eau et dans ta vie. Tu sais ce qui est le plus frustrant quand on nage en étant adulte, c'est pas de manquer de motivation, c'est de s'entraîner sérieusement, d'y aller régulièrement, de faire des efforts et de ne pas savoir ce qui progresse vraiment. On finit par douter de sa technique, de son niveau, parfois même de soi. Et soit on a un mental d'acier et on continue, soit on abandonne et on ne va plus nager. Dans cet épisode, on va justement remettre ça à l'endroit. Je reçois Olivier Sangaria. C'est un honneur, une fierté de le recevoir parce qu'il est coach en équipe de France. Il a plus de 25 ans de haut niveau, il a travaillé plusieurs saisons avec Florent Manodou au cœur du dispositif des sprinteurs en équipe de France, jusqu'à la préparation des Jeux Olympiques de Paris 2024. Logiquement, c'est un événement que tu connais, dont tu as entendu parler, et des noms qui te parlent. Florent Manodou, ça doit tilter. Mais Olivier ne vient pas te vendre une méthode miracle, il vient poser une idée forte, dérangeante parfois, mais libératrice. Si tu stagnes, ce n'est probablement pas toi le problème. C'est la façon dont la natation t'a été transmise. Donc au cours de cet échange passionnant, on parle de transmission, de ressenti, de confiance, de vidéos, de haut niveau rendu accessible et de ce qui fait qu'un nageur progresse vraiment. Et surtout, a envie de revenir à l'entraînement. Et reste bien jusqu'à la fin de l'épisode, j'ai un petit cadeau pour t'aider à reprendre le contrôle de ta natation dès ta prochaine séance. Bonne écoute. Bonjour Olivier. Bonjour. Comment vas-tu ? Super, ça va, tout va bien. J'ai lancé mon projet depuis septembre et ça se passe super bien. Top. On va en revenir tout au fil de l'épisode, mais dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter ? Alors brièvement, je sais que ça va être dur de résumer ta carrière, mais est-ce que brièvement tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore ? Ouais, alors donc je m'appelle Olivier, je suis un passionné de natation avant tout. Ça fait plus de 40 ans que je baigne dans ce milieu, en tant que nageur d'abord, puis très rapidement éducateur, puis entraîneur. Et j'ai fait plus de 25 ans d'entraînement dans le haut niveau jusqu'en septembre dernier. Et j'ai commencé à lancer ma société de transmission, justement, puisqu'elle s'appelle Sango depuis septembre, pour transmettre tout ce que j'ai pu acquérir et vivre pendant ces 25 ans. Alors, les gens qui écoutent, n'interrompez pas, et je mettrai tous les liens en description que tu me donneras, et que, enfin, comme ça, vous pouvez prendre le temps d'écouter cet épisode, et après, tranquillement, aller voir tout ça. Et puis, tu te souviens de ta rencontre avec l'autre ? Ouais, alors c'est un peu particulier, enfin, peut-être pas finalement, c'est que moi, à la base, je viens d'une famille de sportifs, donc j'ai baigné dans le sport des plus jeunes âges, mes parents étaient sportifs. Et on était surtout issus du tennis. Et en fait, j'ai été asthmatique. Et donc, simplement conseillé de faire de la natation. Et je suis venu à la natation par cet aspect-là. Et j'ai commencé en club à l'âge de 8-9 ans, donc pas si jeune que ça. Et je me rappelle avoir beaucoup apprécié ce contact avec l'eau. Je savais pas nager encore à ce moment, mais j'ai tout de suite apprécié le contact avec l'eau. Ça m'a tout de suite plu, cette sensation de flottaison, notamment. Oui, c'est une chose d'être dans une bulle, dans un endroit à part qui est top. Et ce qui est bien, c'est que tu rapproches pas le plaisir à la compétence de nageur. C'est vraiment le fait d'être dans l'eau, le fait d'être dans cet élément qui est important et qui apporte déjà de plaisir. Exactement, parce que moi, j'en parle souvent avec des gens qui sont pas du milieu, et ils me demandent comment tu prends quel plaisir on a à nager. Et moi, c'est vraiment évoluer dans cet élément, se retrouver souvent seul avec soi-même, notamment quand ce silence, se retrouver avec soi-même, cette relaxation que ça apporte. Moi, c'est vraiment ce côté-là, et surtout, moi, ce que j'aime dans en tout cas quand je pratique, c'est les sensations de glisse, surtout. Voilà, c'est un sport. On existe de ressenti, et je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai fait tout un épisode sur pourquoi on ressent du plaisir rien que d'être dans l'eau. Donc ce côté, on ne sent pas de corps, ce côté hypnotique d'entendre sa respiration, etc. Donc tu as plein de leviers qui font que concrètement c'est stop. Et juste là-dessus, j'ai une anecdote avec un ostéopathe qui était dans un de mes staffs dans les clubs où j'ai évolué, qui ne savait pas nager, qui vient du handball, et qui, pendant les stages à l'étranger, quand les stages d'entraînement, je lui donnais quelques conseils, on allait dans l'eau de temps en temps. Et il m'a dit une fois, ça y est, j'ai compris comment on prend du plaisir dans ce sport, parce qu'il a découvert ce que c'est un appui et comment prendre appui sur l'eau pour se déplacer. Et ça a vraiment été une révélation pour lui. Il a dit comment on peut prendre du plaisir dans l'eau.
alors que c'est un sport à part l'été quand il fait chaud, c'est pas un sport qui lui plaisait, mais il a vraiment apprécié ça, c'est savoir s'appuyer sur l'eau et se déplacer et glisser. Et c'est là où ça a été un déclic, où il a dit, ça y est, j'ai compris. Le plaisir. Et c'est intéressant parce que moi, je l'ai enregistré hier. Des auditeurs m'ont écouté la semaine dernière. J'ai fait un épisode avec David sur la natation adulte. Et je lui disais que moi, le moment que je préférais en tant que nageur, en tant que directeur sportif, c'est ce double moment quand t'as l'apprenant qui dit « Ah oui, je comprends comment ça fonctionne la théorie ». Et après, j'ai ressenti et j'ai compris comment ça marchait pas. Donc, je te rejoins sur ce côté-là. Moi, je trouve que c'est magique, ce moment, ce petit déclic qu'on le sent chez la plume. Ouais, complètement. Moi, c'est en ça que la transmission, pour moi, elle est importante. La transmission, pour moi, c'est pas uniquement donner du contenu, donner des consignes. C'est surtout donner envie, déjà. Donner envie et que l'apprenant, en tout cas que le nageur, comprenne pourquoi faire les choses, à quoi ça sert. C'est ça, donner du sens à ce qu'il fait. Pour moi, c'est ça la transmission. C'est pas simplement apprendre une technique, c'est surtout donner du sens et que le nageur sache pourquoi il le fait et que ça lui donne envie de le refaire. Et c'est surtout ça. Oui, c'est exactement pour ça que je t'ai invité sur Swissmart. C'est que de fois on me demande quel geste on doit faire sous l'eau, que je dis attends, comprends. C'est quoi la théorie, comment fonctionne l'eau, et après quels sont tes ressentis que tu peux caler dessus. Et par contre, tu me piques mon travail parce que tu as le piqué ma première question qui était pour toi la transmission, c'est quoi? Donc voilà, c'est ça, c'est P. Donc il veut plus votre avis, c'est super. Comment tu t'es passé de je nage à je veux transmettre? En fait, ça arrivait très très tôt. Dans mon club où je nageais, j'ai eu la chance de pouvoir encadrer avec un coach référent, évidemment, encadrer des jeunes nageurs en école de natation. J'avais 16-17 ans, donc j'étais en aide, en assistant. Et j'ai très vite passé mon diplôme de BNSSA, de surveillant. Et donc, j'ai aidé mon club au début. Et ce qui m'a donné envie, c'est quand j'ai vu le plaisir que ça m'a donné de faire réussir un enfant, mais surtout qu'il était satisfait et heureux de l'avoir réussi, cette tâche. Moi, c'est ça, c'est l'écoute de l'enfant pour faire un exercice et apprendre, et le fait qu'il réussisse et voir qu'il est heureux qu'il ait réussi à faire cet exercice. Moi, ça a démarré ici et très jeune. Et après, il y a la passion, moi, dans mes séminaires où j'interviens. Pour moi, entraîner, c'est d'abord manager, et c'est l'humain, en fait. Et moi, je trouve ça, en tout cas, c'est ça qui me passionne, c'est de comprendre l'humain et trouver les clés pour le faire avancer dans son apprentissage, mais surtout dans sa pratique, qu'il prenne du plaisir dans sa pratique, qu'il s'est épanoui dans sa pratique. Pour moi, c'est ça la base de ce métier, c'est donner envie, donner du sens, et que le nageur comprenne pourquoi il fait les choses, et qu'il prenne du plaisir, qu'il a envie de revenir. On va voir que c'est quoi, mais la phrase que je dis quasiment à chaque épisode, c'est le meilleur entraînement, c'est pas celui où t'as nagé plus, celui où t'as nagé plus vite, il est plus fort. Ouais. C'est celui qui, quand tu sors, tu dis tiens, de revenir, Non, c'est ça. Préserve. Et quel que soit le niveau de l'athlète, moi, quand j'étais dans le haut niveau, la première chose que je regardais le matin à 7h du matin quand mes athlètes arrivaient, c'est si la tête rentrait, les épaules rentraient et qu'ils traînaient la patte. Et là, je me disais, il y a un truc qui va pas. Et c'était à moi, justement, de les surprendre ou de leur donner un souci dans l'envie. En fait, bien sûr que ça entraîne 10 fois par semaine pendant des années. Mais ce qui est important, c'est avoir envie de nager et d'avoir envie de revenir. C'est la base. Et tu fais même les transitions, parce que j'allais venir ta carrière. Parce que pourquoi c'est toi que j'ai invité pour parler de transmission et d'adapter sa pédagogie à son public, c'est parce que tu as vu un éventail de publics différents tout au long de ta carrière. Est-ce que rapidement tu peux nous dire les quelques points clés qui reforment ta carrière? Pas finir. Moi, non, tu n'es pas fini. Moi, j'ai eu, alors aujourd'hui, c'est une chance pour moi parce que j'ai réussi à toucher un panel de pratiquants assez important, parce que j'ai commencé très jeune à plein temps sur l'entraînement. Parce que j'étais destiné à des études de statistiques et de maths. J'en suis vite sorti et je me suis vite lancé dans l'entraînement et j'ai réussi à démarrer à l'âge de 20 ans à plein temps, ce qui était rare à l'époque. Et donc, j'ai touché à des écoles de natation, des adultes, les nageurs de compétition. Et j'ai fait ça pendant 5-6 ans avant de changer de structure. On m'a sollicité pour aller dans des structures un peu plus importantes où j'ai continué à toujours, pendant quasiment toute ma carrière, même dans le haut niveau, j'ai toujours encadré de temps en temps des séances de natation chez les jeunes, chez les écoles de natation,
parce que ça me semblait vraiment important de garder du lien avec l'apprentissage et surtout pour aussi intégrer les éducateurs, les entraîneurs du club, les valoriser, leur montrer qu'ils faisaient partie du système et de la réussite, de ce qui brille en haut souvent, du travail qui est fait, et en tout cas que chacun compte dans ce processus. Et donc voilà, après, dans la transmission, je parlerai aussi, je pense en tout cas on l'a pas abordé, c'est que moi j'aime aussi transmettre aux éducateurs qui se forment, aux entraîneurs qui veulent faire de l'entraînement. Donc moi, dans le projet entrepreneurial, c'est surtout pour les nageurs, mais aussi pour les entraîneurs, les éducateurs. Je fais de la formation, j'interviens dans des formations fédérales, j'interviens sur beaucoup de séminaires aussi auprès des entraîneurs, des cadres de la région, mais aussi en entreprise, parce que pendant toutes ces années, je pense que le monde professionnel, mais dans le haut niveau, apporte beaucoup de choses sur des basiques, hein, mais d'exigence et de leadership, d'engagement, de management. Voilà, moi j'ai dû gérer structure avec beaucoup d'adhérents, des parents à gérer. Et de toute façon, autour de l'athlète de haut niveau, il y a tout un écosystème qu'il faut gérer. Et le chef d'orchestre, c'est le coach, hein. Même s'il il faut s'entourer de compétences dans chaque domaine. Mais il a fallu gérer tout ça. Donc, le panel que j'ai touché, il va des enfants de 6-7 ans, de 60 et plus, et avec beaucoup, évidemment, de nageurs de compétition, parce que c'était quand même le cœur de mon métier, et ce qui me passionnait le plus, c'est la performance, quand même, je veux pas le nier, même si aujourd'hui, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai vécu, la progression que j'ai eue, parce que c'est les nageurs qui m'ont fait progresser, ça aussi, c'est quelque chose d'important. C'est l'athlète qui te fait progresser parce que c'est lui qui te fait poser les questions. Pour comprendre le fonctionnement, quand il y a des choses qui bloquent, c'est eux qui te font réfléchir. On parlera pas de technique ici, mais en tout cas, sur la technique, c'est pareil. C'est le nageur qui invente sa technique et c'est pas le coach qui te dit comment faire. Alors ça, c'est pareil, il y a des fondamentaux. Ça, j'en suis convaincu. Mais chaque athlète est différent à son profil, ses particularités. Et souvent, j'entends trop notamment dans les formations, de choses très cadrées, très ancrées sur un modèle défini à enseigner. Et ça, je suis convaincu que c'est pas comme ça que ça fonctionne, même s'il y a des fondamentaux. Justement, on va se s'attarder un petit peu sur la technique. T'as une idée reçue contre laquelle tu essayes de te battre? Par exemple, moi, je suis persuadé que la respiration trois-temps-contrôle, faut le considérer comme un outil, comme un éducatif, plutôt que comme une sacro-sainte façon de t'inspirer. Déjà, quel est ton avis là-dessus? Est-ce que j'ai raison ou pas? J'avoue que je préfère que tu dises que j'ai raison, mais quel est ton avis, toi, en tant que technicien, là-dessus? Ouais, alors, moi, je dis souvent aussi quand j'interviens, il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de vérité dans l'entraînement et dans l'apprentissage, etc. Chacun son idée et son... Simplement que pendant ces 25 ans d'entraînement, j'ai construit des convictions, mais pas des certitudes. Voilà, en tout cas sur ton exemple du 3 temps, je suis d'accord. C'est arrêté. D'ailleurs, c'est pas une vérité, mais quand on regarde au haut niveau ce qui se passe, selon les distances, hein, mais la respiration la plus ancrée, c'est le 2 temps en fait, parce qu'on a un côté fort, un bras fort, et en général, on inspire sur son bras fort. C'est la base. Même si j'ai des nageurs qu'on a inversé des côtés de respiration parce que ils se propulsaient mieux comme ça et parce qu'ils avaient des meilleurs rendements comme ça. Donc il n'y a pas de règle en fait. Je pense qu'il n'y a vraiment pas de règle. Comme tu dis, c'est un outil, c'est des exercices. Après, il y a des exercices d'hypoxie, donc de contraintes respiratoires qu'on peut mettre aussi. Mais je crois que c'est surtout où le nageur se sent le plus à l'aise et où le nageur, si son objectif, c'est d'être dans la perf, en tout cas dans la compétition, c'est de voir où il se freine le moins, parce qu'on n'oublie pas que la respiration, c'est un moment où on se freine un peu plus, parce qu'on se déséquilibre un peu plus. Donc forcément, la base de la natation, hein, en tout cas du déplacement, moi je pars sur les postulats très basiques, hein, mais en tout cas moi c'est ce qui a guidé mon enseignement, mon entraînement pendant ces 25 ans, le corps projectile, le corps propulseur. Hein. Pour moi c'est d'abord le placement avant le déplacement. J'ai des petites phrases comme ça toutes faites qui parlent à beaucoup et dont notamment on en parlera, mais avec Florent Manodou avec qui je travaille actuellement. Quand je l'avais en équipe de France, j'ai donné comme ça quelques phrases toutes faites et lui c'est quelqu'un qui marchait beaucoup au visuel et donc ces phrases il les a marrant. Mais voilà, donc je pense qu'il n'y a pas de règle et que la règle c'est qui correspond le mieux au ressenti de l'athlète. D'accord, parfait. Je suis ravi et je pense que je vais couper ce petit extrait et donner aux nageurs qu'on accompagne quand je leur dis mais arrête de vouloir respirer pas tant, on respire quand on a besoin. Voilà, utilise-le en exercice pour travailler ton équilibre, c'est de la respiration bilatérale, oui. Mais le jour où le jour où t'en as besoin,
Fais comme tu sens, Tom. Fais-toi confiance. Justement, on parle de confiance. Les auditeurs qui écoutent ça, souvent, ils se font pas confiance dans leur ressenti. Tu dis que l'attraction, ça se prend du ressenti, je te rejoins là-dessus. Comment toi, tu peux faire pour essayer de leur redonner confiance? Alors, c'était une question pas prévue. Je couette pas le sujet, je rebondis là-dessus. Quelles sont, toi, tes astuces, tes tips pour leur donner la confiance aux nageurs sur ces ressentis? C'est difficile de règle comme ça en général, mais moi je compartimente souvent la nage. Je sais pas ce qui se fait forcément dans les dernières formations, mais j'essaye de le mettre en situation de succès, en tout cas qu'il valide en tout cas des étapes. Et moi j'utilise beaucoup la vidéo. Je suis convaincu que et souvent c'est l'erreur que font les entraîneurs quand je vois sur les feedbacks après course, c'est qu'ils racontent systématiquement. Ça, c'est ce qui est mal fait en plus. Alors que pour moi, la base, c'est d'abord écouter le nageur et lui demander qu'est-ce que tu as bien fait et qu'est-ce que tu peux améliorer. C'est pas la même chose que qu'est-ce que tu as mal fait. Qu'est-ce que tu peux améliorer? Et ben, en l'occurrence, avec les nageurs, pour leur donner confiance, c'est valoriser ce qu'ils font bien et pour ça, le montrer à la vidéo. Alors, la vidéo, pour moi, c'est idéalement sous-marin parce ce qui se passe sous l'eau, c'est ce qui fait qu'on se déplace. Mais même au-dessus de l'eau, c'est quelque chose d'important. Là, en ce moment, je travaille avec les stages 21, on a des adultes de tout niveau, et on commence toujours le stage par une analyse vidéo de ce qu'ils font. Et ils sont souvent très, très surpris de ce qu'ils font, et ils ont une représentation qui est faussée, en fait. Je pensais faire ça, et je fais l'inverse. Donc déjà, d'abord, c'est pour faire prendre conscience aux nageurs de ce qu'il fait, comment il s'organise, comment il fonctionne, et la vidéo, c'est très bien. Valoriser ce qui fait bien, et ensuite, dans ce qu'il y a à améliorer, de compartimenter pour justement être le plus souvent dans la validation d'un progrès, pour après aller dans la nage globale et faire évoluer les choses positivement. Mais je dirais d'abord, c'est faire prendre conscience de ce qu'il fait de bien, et ensuite de bien cibler pour valider des progrès, cibler ce qui a amélioré, cibler sur des parties à valider pour les unes. D'accord. Donc, grosso modo, déjà, c'est la fameuse phrase, il faut savoir ce qu'on sait pas si on veut pouvoir l'améliorer. D'où le principe de la vidéo pour avoir ce ressenti-là, qui est important. Et puis après, essayer de cibler un truc et faire des négatifs pour le ressentir un peu plus fort, pour pouvoir après le corriger en fonction de son ressenti. Je pense que c'est important. Après, la confiance, elle vient aussi par la réussite. C'est pour ça que c'est important de valoriser de ce qu'il fait bien pour qu'il ait confiance Mais je pense que ouais, l'exercice, alors éducatif exercice, moi j'appelle ça exercice, mais c'est important pour justement cibler la chose à améliorer, mais aussi pour valider, voilà, parce que le faire dans un système où il y a la coordination qui rentre en ligne de compte, la respiration, c'est toujours plus compliqué, alors que le cibler va permettre déjà de valider et donc d'avoir de la satisfaction, du plaisir, et l'envie de revenir. Démotivé. On bouleverse un petit peu l'ordre parce que c'est le but des discussions. Tu parlais des stages 21. Est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus avant qu'on parle un petit peu justement de la structure de stage qui est très à la mode et qui pour moi est très pertinente à notre époque? Ouais. Alors Stage 21, c'est une super aventure que je vis depuis l'été dernier. Comme c'est un concept qui a été créé par Florent Manodou et son coach ami Quentin Coton, qui est sur l'idée de transmission. Justement, Florent qui voulait transmettre un peu tout ce qu'il a appris, tout ce qu'il a vécu, et de montrer son quotidien, entre guillemets, sur des stages de 3 jours à destination de nageurs de tout niveau, adultes, mais qui seraient intéressés pour vivre une immersion pendant 3 jours dans le monde de Florent. Et donc, ils m'ont contacté. J'ai toujours eu un très bon lien avec Florent et avec Quentin, son coach. On a bossé ensemble sur la préparation de Paris, des JO de Paris 2024 pendant 4 ans. Puisque moi et Quentin, on était un peu les coachs en équipe de France de Flo sur des périodes hivernales ou estivales. On n'était pas toujours là en même temps, mais on a bossé avec les nageurs sprinters de l'équipe de France. Et donc, je m'occupais de Florent de temps en temps et lui s'occupait aussi de moi. Voilà, donc on s'est toujours bien entendu et donc ils m'ont contacté pour participer à ce projet parce qu'ils avaient besoin aussi de coachs et d'encadrants. Moi, le concept m'a tout de suite beaucoup plu. Et aujourd'hui, on a fait 5 stages et ça se passe super bien. C'est une aventure humaine d'abord exceptionnelle. Tous les nageurs qui ont participé, il y a 21 stagiaires à chaque fois, hein, c'est le principe.
sont ravis et on vit des choses vraiment incroyables en termes sportifs. Oui, il y a des séances et ils progressent, mais c'est surtout en termes humains. Alors, on aborde beaucoup de choses, hein. Il y a des cours de pilates, de yoga, des cours de routine qu'avait Florent sur ses échauffements, sur sa récupération, quels produits il utilisait, etc. Les gammes techniques que Florent utilisait tout au long de sa carrière et même à très haut niveau, on continue à faire des gammes techniques sur des exercices basiques que tout le monde fait, donc qui sont adaptables à tout niveau, et il les montre. Et puis des ateliers sur la prépa mentale, sur la cohérence cardiaque, travail de respiration. Enfin, on aborde vraiment beaucoup de choses et des moments. Et ça se passe super bien et je suis très content en tout cas de participer à cette aventure et qu'elle va continuer et qu'on espère encore très longtemps parce que c'est un vrai plaisir. En tout cas pour moi, je m'épanouis vraiment dans cette aventure. Ça se sent, moi, aller voir auditeurs sur Instagram, il y a plein de vidéos et ça se sent et la passion de chacun et l'attention des stagiaires qui voient. Ah oui, Ils sentent qu'ils boivent, on voit qu'ils boivent vos parents. exactement. Et le cadre est pas mal. C'est un centre à Apt là dans le Luberon, c'est magique. Ouais. Et du coup, alors c'est cette aventure qui t'a donné envie de créer ta formule de stage à toi ou t'avais déjà cette lignée en recette? Non, j'avais déjà cette idée. Moi, quand j'ai lancé mon concept sur ma boîte, c'était à la fois destiné à la performance encore sur du coaching, mais aussi adaptable à tout niveau. On transmet sur vraiment de l'enseignement, mais c'est aussi sur de la formation et c'est aussi proposer des moments à part où on sort de notre quotidien 100% dispo pour vivre sa passion et de progresser. Et donc, Stage 21, pour moi, c'était à la base pas prévu et qui est arrivé et qui se passe super bien. Mais j'avais déjà cette idée de transmettre et de créer ces stages, en tout cas. Et c'est un concept différent quand même de Stage 21, hein. Une autre manière de faire qui vont se lancer là au mois de mars. Donc, c'est les Sango Pro Swim Camp. Je pense qu'il y aura un lien sur le podcast. Mais alors là où ça se rapproche de Florence, c'est vivre une immersion du haut niveau pour les nageurs de tous les jours, mais surtout de tout niveau. Vivre une immersion, c'est parce que ce qui est un peu particulier, en dehors du fait que j'encadre les séances et qu'il y aura des analyses vidéo aussi, c'est que je mets à disposition et j'emmène avec moi une équipe, un staff, comme on pouvait faire nos stages de haut niveau, c'est-à-dire qu'il y aura un préparateur physique, qui est Patrick L'Hôpitalier, qui était préparateur physique de l'équipe de France et du Cercle des nageurs de Marseille pendant 10 ans, à l'âge d'or de la natation française, donc il s'est occupé de Florent, de Camille Lacour, et aussi de mon kiné ostéo qui était avec moi aussi sur la dernière aventure en club, qui a préparé les jeux avec moi, donc Sylvain Taron, qui est aussi un ancien handballeur, j'en parlais en début de podcast, qui sera là aussi pour profiler les nageurs. On va essayer d'apporter pas mal de choses en fait sur le contenu, mais aussi qui puissent leur servir après. On a prévu de les profiler à sec de manière physique en termes de mobilité, déséquilibre musculaire, etc., etc. Je vais pas rentrer dans le détail, mais beaucoup de choses qui vont être prévues pour qu'ils aient des recommandations pour la suite, en fait. Voilà, qu'ils sachent un peu vers quoi se diriger, quel type de renforcement, quelle routine ils peuvent mettre en place pour prévenir des blessures, pour progresser dans leur sport. Et toujours pareil, pour prendre du plaisir et avoir des axes d'évolution dans leur pratique, dans l'eau et en dehors d'eux. Faire un gros bilan très pointu, parce que En fait, c'est se dire, il faut que je me connaisse, faut que je sache d'où je pars pour savoir dans quelle direction je vais aller. Et puis, moi, c'est un truc que je suis persuadé, c'est pour ça que j'ai lancé Swim Smart, c'est pour ça que sur Swim Smart, j'ai des experts, j'ai toi, j'ai Stravius, avec Pétani, et je suis persuadé que l'idée, c'est pas de dire faites comme eux parce que alors mais chacun se retient pas. Allez, c'est de dire voilà les ingrédients qu'ils ont mis, voilà les outils qu'ils ont utilisés, je les écoute, je les teste et après je picore à ma façon. C'est un peu ça ton idée de stage. ouais, complètement. Je pense à ça, Jérémy, on a bossé ensemble aussi. C'est que quand je disais que chaque nageur a sa singularité, ça n'empêche que quand on pratique du haut niveau avec des staffs, des compétences justement sur chaque domaine, et qu'on a travaillé avec des centaines d'athlètes pendant 25 ans, on a quand même des idées rapidement qui se font sur la suite et sur les préconisations et les recommandations qu'on peut faire. Et moi, je vois trop souvent des nageurs, des triathlètes, parce que c'est destiné au contraire,
D'ailleurs, il y a quelques traits-têtes sur les stages 21 et je les chambre un petit peu sur les habitudes que je vois un peu du triathlète qui met ses plaquettes, son pool et qui nage pendant des heures et peu importe comment. Et c'est pas ça qui va le rendre meilleur nageur, en fait. Et c'est pour ça que j'essaie de changer, on parlait d'idées reçues. C'est ça, dans l'enseignement, dans l'entraînement, il y a beaucoup d'idées reçues. Pour moi, c'est l'erreur souvent des nageurs aussi, c'est qu'un entraînement réussi, c'est un entraînement, pardon, où physiquement je me suis donné à 100% et que ça a été très dur. Et c'est pas ça forcément une bonne séance. Il y a plein d'autres leviers pour valider la qualité d'une séance sur des aspects techniques, mais sur des aspects mentaux aussi, sur des valeurs de concentration, de débloquer des problèmes qu'on peut avoir sur des aspects qui peuvent être très très variés. Mais en tout cas, voilà, on peut faire des très bonnes séances et valider des bonnes séances sans forcément avoir été dans une intensité élevée. Et souvent, l'erreur des nageurs, il faut donner du sens à ce qu'on fait et donner de la validation sur une bonne séance et prendre du plaisir, pas uniquement sur des temps et sur des chronos. Ça, c'est important. Et donc, l'objectif aussi de ce stage, c'est leur donner des clés, de la compréhension de ce qu'ils font, mais aussi leur donner des axes de progression, qu'on balise le chemin pour être un meilleur nageur, mais qui se l'approprient eux. La réussite d'un entraîneur ou d'un éducateur, c'est quand le nageur, tu le rends autonome, que tu sois pas là et qu'il sache quoi faire et pourquoi il le fait. Je pense que c'est ça la vraie satisfaction d'un entraîneur ou d'un éducateur. Il y avait des entraîneurs, je crois que c'était Toureski, l'entraîneur de Popov, qui disait, ça date, mais qui disait, moi, là où je suis le plus satisfait, c'est quand je viens pas à la compétition et que le nageur il sache ce qu'il a à faire en fait. Parce que c'est chacun sa personnalité, mais je pense vraiment que ce qui est important, c'est de rendre autonome son nageur. Pour moi, c'est ça la plus. J'en parlais hier avec David Sueur sur cette importance de réussir à rendre autonome, sur le travail que ça nécessite, parce que tout le monde pense que du coup, il n'est pas là, Gauthier, il travaille pas. Mais c'est que ça a un travail en avant de rendre que ça soit l'enfant ou l'adulte autonome dans sa réussite. C'est très compliqué, mais tellement passionnant et tellement intéressant. Justement, ces stages, moi, je suis persuadé que c'est très pertinent dans notre époque, non pas parce qu'ils vont être un affaire à tous, mais parce qu'ils permettent une solution à des gens pour qui la natation enseignée en club ou à la piscine municipale habituelle n'est plus adaptée, n'est plus pertinent. Est-ce que tu as aussi ce ressenti-là? Est-ce que tu as aussi ce décalage entre le lieu actuel qui a changé et l'enseignement de la natation qui n'a pas encore forcément évolué? Alors, il faut bien différencier de compétition et le nageur qui est dans l'enseignement ou le nageur adulte ou enfant qui est dans l'enseignement. Ça, je pense que c'est pas la même chose parce que l'entraînement et tout ça, c'est indifférent. Maintenant, effectivement, je te rejoins un peu sur le fait que ce soit plus forcément adapté avec aujourd'hui la société d'aujourd'hui, la manière de vivre qui fait qu'on est toujours à 200 à l'heure et que se figer sur des créneaux fixes tout le temps, c'est pas évident, même si offre des horaires des fois qui sont plus ou moins compatibles, mais en tout cas qui peuvent s'adapter à chacun. Fois le matin, le midi, le soir, donc on essaie de trouver quand même un fonctionnement qui permette de trouver des créneaux. Mais effectivement, je pense que ce format de stage, déjà pas mal qui le font, permettent à la fois se rendre disponible sur un laps de temps plus fixe et plus court, et qui permet surtout d'être focus pendant ce laps de temps sur vraiment nos objectifs et sur son progresser. Évidemment que si on le fait sur un temps donné et que derrière c'est pas suivi, il faut l'entretenir cette progression. Le système, en tout cas tel qu'il est fait aujourd'hui, de piscine au niveau français, pas vieillissant, même s'il y a des nouvelles structures qui poussent un peu. Il y a aussi le problème de la délégation de services publics, les gestions qui sont différentes. Il y a peut-être pas assez de piscines en France, je pense. Moi, quand je suis parti beaucoup à l'étranger en stage et dans des pays pas très loin en Europe, Canaries par exemple, qui ont des bassins alors c'est des sociaux, c'est des clubs privés, ils ont un système différent, mais il y a des bassins partout, en fait. Et c'est vrai que nous, ici, c'est un peu différent. Puis il y a les scolaires. Mélanger tous ces publics, les clubs, les scolaires, les classiques. Aujourd'hui, on arrive vite à saturation. Et comme on est figé, effectivement, sur des créneaux horaires très, très fermés, si je veux nager, c'est pas le matin, pas l'après-midi, parce qu'il y a des scolaires, par exemple. C'est vrai que c'est plus compliqué. Donc, le format de stage, ça peut aider. Maintenant, il faut quand même
continuer à entretenir. Et du coup, je trouve que c'est une très bonne solution pour ceux qui peuvent pas s'inscrire en club. Soit parce qu'il y a plus de place, parce qu'avec là, bah, souvent, qui sont plaintes, quel que soit l'âge. Soit parce que, moi, je prends mon exemple, hein. Je suis en garde alternée, ma femme est infirmière, dire tous les jeudis à 18h, je suis à la piscine, c'est pas possible. Donc, ça va être une semaine sur deux, donc je vais pas m'inscrire pour une semaine sur deux, etc. Alors que là, c'est un peu inversé. C'est quand même plus facile de se dire, allez, c'est 4-5 jours, je sais pas combien de dur à tes stages, c'est 4-5 jours. La priorité, c'est moi, c'est ma natation, et je suis focus. C'est sûr. Moi, mes stages, c'est un format c'est pas que c'est différents stages 21, c'est un format sur 7 jours, 6 nuits. Donc, en général, du vendredi au vendredi. Donc, pour intégrer le week-end dedans, pour que ça fasse moins de jours de travail à louper aussi, à poser, etc. Mais, donc, c'est un format un petit peu plus long. Mais effectivement, oui, ça permet d'être focus dessus. C'est aussi, pour moi, aux clubs notamment, qui sont chargés de proposer, en tout cas, dans leur offre, adaptée aux besoins des pratiquants. Donc moi, dans les clubs où j'ai été directeur technique de plusieurs clubs, donc j'ai géré un peu ça, ces offres-là. Bon, après, il faut s'entendre avec la municipalité, il faut qu'il y ait des possibilités. Justement, proposer vraiment différentes formules en nombre de séances, mais aussi en possibilité de bouger dans les séances. Cette semaine, je vais faire le matin, la semaine d'après, le midi, le soir. Voilà, c'est aussi au club d'essayer de trouver des solutions pour répondre. C'est aussi leur rôle, même si on a des contraintes structurelles notamment, qui sont pas évidentes. Mais c'est en ça qu'il faut réfléchir à l'évolution de l'offre qu'on peut proposer en tant que club, mais aussi en tant que municipalité, parce qu'il y a beaucoup d'écoles municipales, les jeunes, des cours de perfectionnement adulte. Je trouve que c'était essentiellement les clubs qui s'occupaient de ça, et de plus en plus, les délégations s'occupent de ça. Est-ce que c'est une bonne solution ? Je suis pas sûr. En tout cas, ce qui est bien c'est que l'offre se diversifie et a tendance à s'augmenter, puisqu'il y a et les clubs et les municipalités privées qui proposent ça. Maintenant, en termes de contenu, est-ce que c'est la même chose ? Est-ce qu'il y a le même suivi ? Est-ce qu'il y a la même qualité d'enseignement par en business ? Ou est-ce qu'on raisonne toujours à proposer la meilleure offre possible pour satisfaire le client, entre guillemets, mais en tout cas le nageur ? Oui, c'est sûr que si une entité propose de plus en plus de cours variés, il faut que la formation des gens qui vont donner ce cours suive, parce que sinon, on va perdre en qualité d'enseignement. Exactement. Et je reviens justement sur une phrase que tu disais au début, que tu visais pas que les nageurs, mais aussi former les futurs éducateurs. Et je trouve ça important parce que c'est aussi une façon de toucher plus de nageurs. Complètement. J'ai toujours été, pareil, ça fait partie des qualités d'un entraîneur, c'est d'être curieux. Je suis convaincu, ça. Et moi, j'ai toujours été très, très curieux. Et j'ai été, quand j'étais jeune entraîneur, à tous les colloques. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas tout cet accès à toutes ces choses qu'on peut voir partout. Tout est accessible maintenant, mais à l'époque pas du tout. Et donc moi, j'allais tout le temps dans les séminaires, dans les colloques qui étaient organisés à droite à gauche. Et j'étais beaucoup dans l'observation aussi en compétition. J'allais solliciter les entraîneurs nationaux et voir si on pouvait discuter. Donc j'ai toujours été au devant de tout ça pour apprendre et me nourrir de tout ça. Ce que je dis aussi souvent, moi, mes premières compétitions internationales, notamment championnat du monde, je passais la plupart de ma compétition au bassin d'échauffement. Parce que j'observais les nageurs, j'observais les entraîneurs, la manière de communiquer avec leurs nageurs, évidemment ce qu'ils proposaient, mais surtout, voilà, c'est ça qui en tout cas, qui me donnait envie, c'était vraiment d'observer et donc d'être très curieux. Et donc quand je parle de formation, c'est surtout quand j'ai vu les contenus de formation que moi j'ai eu, j'ai passé le BESAN, j'ai passé le BE2, puis d'autres formations, et j'étais plutôt satisfait de ce qu'on m'a appris moi. Mais aujourd'hui, avec le recul, je me dis que ce qui m'a surtout permis de progresser et d'évoluer, c'est à la fois l'expérience, il n'y a rien qui remplace l'expérience, mais c'est surtout ce que j'ai vécu au quotidien et le terrain. Et que c'était pas suffisant ce qu'il y avait en formation. Et donc c'est pour ça que l'envie de transmettre aux éducateurs, aux entraîneurs en formation, c'est d'avoir des choses qui soient beaucoup plus terrain, beaucoup plus de situations à proposer. Si je pouvais intervenir dans les contenus de formation, je mettrais beaucoup plus de terrain. Et je me rappelle que moi, les meilleurs séminaires que j'ai faits, je m'en souviens d'un en particulier, c'était avec Christos Paparadopoulos, l'entraîneur de qui était médaillé aux Jeux. Et il avait fait un séminaire où une partie le matin était en salle sur la manière, méthode, etc. Mais l'après-midi, au bassin, avec les entraîneurs au bord du bassin, les nageurs, on ramenait chacun un de nos nageurs ou deux nageurs.
Et on pouvait mettre en situation justement. Et je pense que c'est ça, c'est qu'on reste un métier de terrain et qu'il faut absolument mettre du lien, en tout cas, entre ce qui se passe en formation, en salle, sur les aspects théoriques, vraiment la pratique. Oui, je vais compléter un petit peu. La qualité, c'est d'être curieux. Je pense qu'il faut qu'elle soit combinée au fait d'être ouvert. C'est sûr, on est curieux, mais qu'on dit, ah non, mais ça c'est nul. Ah non, mais c'est pour ça qu'on se dit, si lui il le fait, c'est qu'il y a forcément un point positif et à me chercher ça. Je dis aussi qu'il faut se considérer tout le temps en formation. Moi, aujourd'hui, 5 ans d'entraînement, je continue à apprendre, hein. Et je me considère toujours en formation parce que au contact des nageurs, dans ce que je peux observer, effectivement, il y a des choses qui sont intéressantes. Ça questionne en tout cas. Se remettre en question aussi, ça c'est très important en tant qu'entraîneur, hein. Il y a 20 ans, je prends peur et je me dis les pauvres nageurs, quoi. Enfin, vraiment. Mais on fait tous des erreurs et on essaye des choses. Et les nageurs te feront progresser, justement. Effectivement, il faut rester ouvert, ça je suis complètement d'accord. Parce qu'il n'y a pas de vérité, parce qu'on doit progresser, on continue à progresser tout au long de notre carrière et que c'est important à la fois, comme tu dis, d'être ouvert, d'être curieux, mais savoir c'est très important. Oui, je suis persuadé que, et je le dis souvent quand je forme des maîtres nageurs, c'est ça, c'est la différence entre un maître nageur et un bon maître nageur, c'est celui qui va être capable de se remettre en question tout le long de sa carrière, et pas celui qui va dire au bout de 1 an, voire des commandes, dès qu'ils ont le diplôme, ils se disent c'est bon, je sais. Ouais. Mais ça vaut pour les maîtres nageurs, pour les entraîneurs, pour tout. Quelle que soit la discipline. Exactement. On se remet en question, ça attire tout le monde vers le haut. Et puis il faut innover aussi. Je pense que c'est un truc important. C'est en tout cas dans l'entraînement, il faut surprendre les nageurs, il faut les surprendre, faut innover, faire des choses qui n'ont pas forcément de sens sur des aspects techniques, mais qui les connectent. Moi, des souvenirs comme ça de situations où les nageurs étaient surpris, en tout cas, de plusieurs situations que je pouvais leur proposer et qui n'avaient pas de but de progression technique ou même de physiologique, mais qui étaient vraiment dans l'optique sur la cohésion, sur le fait d'être connectés, de prendre du plaisir, de rigoler, de les entretenir dans leur passion et dans leur entraînement et dans leur projet, tout simplement. Et aussi, quand on cherche que ces nageurs nagent vite à l'entraînement, parce que ça aussi, je dérape un peu, mais en France, dans l'entraînement, on s'entraîne à s'entraîner, alors qu'il faut s'entraîner à performer. En fait, l'objectif de l'entraînement, c'est pour aller vite en compétition. Et donc, moi, l'anecdote que j'ai, c'est que les nageurs, quand tu veux qu'ils nagent vite à l'entraînement, je mettais des défis. Il fallait qu'ils se rappellent de leur meilleur temps avec des règles. Je ne veux pas venir en détail, une distance à faire. Et souvent, c'est quand des entraînements, ils n'étaient pas dedans, et je les arrêtais. Défi. On doit nager, objectif tel temps. Est-ce que tu relèves au défi ou pas? Si tu le relèves, on fait. Si tu réussis, tu as fini l'entraînement. Si tu n'as pas réussi, on continue l'entraînement. Et bizarrement, il nageait jamais aussi vite que sur ces séances. Donc, comme quoi aussi, évidemment, mental, comme le physique, mais c'est ce qui va déterminer beaucoup de choses. Donc, on parlait de plaisir et d'envie, etc., et de confiance en soi, ça en fait partie. Et ce type de séance, pour moi, c'était des révélations de dire, mais en fait, ils ont pas envie, ils font rien, ils produisent rien. Tu leur donnes une idée d'un truc qui les connecte tout de suite. Et tout de suite, ça répond, et là, ils sont disponibles, et là, ils vont très vite. Donc, comme quoi, ce qui est important, c'est de garder l'étincelle, garder la connexion du nageur avec ce qu'il fait dans l'eau, en fait, ce que tu lui proposes. Il faut qu'il soit connecté à ce que tu lui proposes, que ça soit pas une routine, et que ça soit pas des choses qui l'intéressent pas, tout simplement. Oui, il a conservé cette étincelle, ce sens, on va connecter, comme ça, totalement. On parle de routine, voilà, j'en profite d'avoir un grand entraîneur à mon micro pour poser la question pour l'échauffement. Moi, je vois l'échauffement de cette façon. Pour moi, l'échauffement, il a les 2 objectifs. Le premier, c'est préparer ton corps et ton esprit à te dire, tiens, je vais m'entraîner pour que je sois présent. Et le deuxième, déconnecter du monde extérieur. Déconnecter de l'engueulade que j'ai eue avec ma femme juste avant, etc., etc. Et donc, pour moi, l'échauffement que je me fais à moi ou aux nageurs que j'accompagne, s'ils sont OK, c'est dire, je nage juste 5-10 minutes sans m'éfléchir. Et à un moment, tu sauras que c'est bon, t'es prêt à passer à la suite. Voilà. Je pose ça là, tu me dis ce que t'en penses, savoir s'il faut que je modifie de ma façon. Non, après, encore une fois, il faut que tu fasses ce qui te semble cohérent pour toi. Et je suis plutôt en accord avec ce que tu dis, parce que, bon là, tu décris un nageur adulte qui vient s'entraîner. Sur la phase d'échauffement, il y a toujours une phase d'échauffement. De toute façon, on démarre une séance par un échauffement. Moi, dans l'entraînement, j'avais toujours une partie échauffement général. Donc, effectivement, c'est réveiller le corps, le mettre en route progressivement. Et effectivement, là, je peux rejoindre complètement
J'avais pas d'insistance sur des conseils techniques, d'exigence sur la technique, parce que c'était effectivement se connecter au moment présent ou là où on va commencer une séance. Donc l'échauffement général, c'est vraiment s'activer physiquement, mais aussi psychologiquement, se connecter à ce qu'on va faire derrière. Ça, je suis d'accord. Se déconnecter de ce qui s'est passé avant et se connecter avec ce qui va se passer maintenant. Ici et maintenant. Et ensuite, j'avais un échauffement spécifique. Moi, je compartimente souvent l'échauffement en 2 parties. Le premier général et le deuxième spécifique sur qu'est-ce qu'on va travailler aujourd'hui. Vraiment ciblé sur ce que va être le corps de séance et l'objectif de la séance. Ça peut être, si l'objectif c'est une séance d'efficacité ou de vraiment axée sur la technique, on va faire des petites gammes techniques avant et des petites activations en termes d'intensité. Parce que le but, c'est de transférer sur de la vitesse. Si c'était une séance plus objectif physio avec un développement en général ou peu importe, là, on allait faire du travail, d'abord un peu de technique toujours pour commencer, mais après un travail progressif pour activer un petit peu le cardio. Et voilà. Toujours ces 2 petites parties dans l'échauffement, mais je te rejoins. Sur la première partie, je valide. Ça va, pas sûr parce que tous les gens m'accompagnent lors des premières visios. Donc, j'accompagne en visio. J'habite dans la Meuse. Gars, pas beaucoup de quoi faire en Meuse. Tous, ils demandent, mais j'ai besoin de savoir quoi faire à l'échauffement. Je vais faire des exercices, je vais faire des trucs. Moi, non, calme pas. Prends le temps. Mets de côté la liste de courses, mets de côté des mails auxquels t'as pas répondu, la réunion qui sait bien où on va le passer, pour que tu sois là. Je me dis que l'idée, c'est d'optimiser au maximum le temps dans nous, quoi. Donc, d'être efficace, d'avoir un sens et d'avoir un plaisir. Ouais. Pour moi, c'est tout ça qui m'a construit. Complètement. Après, je sais aussi par expérience que les adultes, effectivement, en coaching, ils se sentent rassurés quand ils savent ce qu'ils ont à faire. Parce qu'ils ont toujours le sentiment, mais je sais pas quoi faire. Sauf que moi, alors, j'ai des nageurs qui nagent en dehors des séances, sans moi, évidemment, et qui me disent, je reprends. Leur habitude, c'est de reprendre et je leur dis, justement, crée tes choses. Tu sais ce qu'il faut faire. Donc, quand tu t'entraînes toute seule, crée un entraînement. Il faut que tu aies une base avant d'aller dans l'eau, parce que si tu n'as rien et tu dois le faire sur le moment, c'est jamais évident. Mais depuis que j'ai fait ça, ils arrivent à s'organiser. Alors, ça ressemble un peu à ce qu'on fait, évidemment, mais c'est normal. Hein. Mais en tout cas, je pense que c'est important aussi pour le nageur qui est coaché en ligne ou de temps en temps et qu'il a d'autres séances ou est autonome, de créer sa propre séance. Et pourquoi pas l'envoyer au coach pour qu'il puisse voir ce qu'il en pense. Pas forcément ça c'est bien, ça c'est pas bien, mais en tout cas de dire que c'est cohérent. Mais je pense que c'est important de un peu trop la pratique, mais parce que moi je suis vraiment pas dans un management descendant où je te dis moi je suis sachant, quoi, t'es le pratiquant et tu dois faire comme ça. Non, il faut expliquer pourquoi et donner du sens. Et puis justement, moi je trouve ça plus intéressant et plus formateur de se dire je vais t'expliquer ce qu'on va faire et d'aller vraiment dans des choses des fois peut-être précises, mais en tout cas de réussir à connecter la personne, l'intéresser, mais pas uniquement en disant tu vas faire tant de longueur en crawl, de longueur. Je vois pas ça comme ça. C'est bien de donner du sens par des situations qui varient, en fait. Et encore une fois, il faut s'adapter à la personne avec qui on est en face. Si on voit que c'est quelqu'un qui a uniquement envie de pratiquer sans trop réfléchir, après on s'adapte aussi. Mais lui faire comprendre que s'il faisait différemment ou avec un peu plus de sens, en tout cas dans le contenu, ça l'aiderait peut-être à aller à ses objectifs, quoi. Définir ses objectifs, c'est une base aussi. Hein. Moi, dans l'entraînement, c'était pareil. Hein. La première chose, c'est qu'on part de la fin et on fait un rétro-planning, mais pas l'inverse. Ça, c'est très important. Et je pense que là, c'est la même chose que tout du coaching. C'est de définir les objectifs d'abord et ensuite de construire le plan pour atteindre ces objectifs. Et le plan, il peut évidemment être réajusté, mais c'est important de définir la finalité, en tout cas. Parce qu'après, le chemin qu'on va emprunter, il peut évoluer. Mais définir ce qu'on a envie de faire, pourquoi on fait ça. Je suis content parce que j'ai fait un calendrier de l'avant. Et chaque jour, j'envoyais un mail à ceux qui étaient inscrits pour qu'ils construisent leur saison 2026. Et il est toujours disponible. Il est à la vente maintenant. Il était gratuit pour Noël. Mon tête de Noël, mais là, il est à la vente. Et justement, les premiers mails, c'était avant de te poser, pourquoi tu nages, mais le pourquoi profond, pas juste parce que là, j'ai envie de terminer, mais parce que je me sens bien, parce que je veux réactiver. Après l'objectif, et après faire, pendant que je les compose en compétences de natation, etc., etc. Donc, je suis l'ordre d'échange, je suis plein de confiance à Pape, je lui dis, c'est pas si lu, ça sort pas d'une part ce que je fais très bien. Il nous reste 10-15 minutes.
parce qu'après, tu vas travailler. Je voulais revenir sur les stages. Le retour que j'ai de beaucoup de nageurs autonomes, c'est de se dire, j'ai pas le niveau pour un stage, j'ai pas le niveau pour un coaching, j'ai pas le niveau pour quoi que ce soit. Comment on peut leur faire comprendre que si. C'est marrant que tu parles de ça parce que c'est effectivement moi les retours que j'ai eu, les premiers retours que j'ai eu quand j'ai lancé mon concept de stage. La plupart des gens, c'est génial ce que tu proposes, mais moi j'ai pas le niveau. C'est exactement ça. Oui, mais justement au niveau, ils ont ce sentiment de côté inaccessible. Ouais. Exactement ce qui s'est passé au stage 21 aussi, hein, et Flo, c'est que la plupart des premiers retours, c'est mais moi je peux pas aller là-bas parce que j'ai pas le niveau. Parce qu'on associe, là, en l'occurrence, ou là moi sur les stages, ce côté inaccessible parce que c'est du haut niveau. Au contraire, c'est partager ce que c'est le haut niveau avec justement tout niveau. Pour vous donner encore cet exemple du stage 21, on a des 50 mètres qu'on évalue au chrono et à la vidéo, plusieurs fois, 2 fois dans le stage. Ça, pour vous donner, au bout de 5 stages et à plus de 100 stagiaires, le meilleur temps c'est 24 secondes, donc c'est très rapide. Alors, départ dans l'eau en plus, très très rapide. Oui, même pas celui-là. Mais j'aime pas dire le plus lent, Celui qui a plus... le moins performant, ouais, voilà. 1 minute 08. Aux 50. Et donc, il y a de tout, en fait. Et c'est accessible à tous parce que nous, là, en l'occurrence, et moi, dans les stages que j'ai prévu de faire, on sait s'adapter au public qu'on a en face de nous. On a les conditions et le vécu et les compétences, si on peut dire ça, pour savoir s'adapter à tout public, en fait. Nous, ce qu'on demande, en tout cas, moi, ce que j'attends des stagiaires qui s'inscrivent, c'est qu'ils aient envie de travailler, envie de progresser, progresser. Et leur montrer que, justement, à tout âge et à tout niveau, on est capable de progresser et bien plus vite que ce qu'on pense, et à n'importe quel âge. Là, on a eu des stagiaires de plus de 70 ans. Et moi, quand j'ai des nageurs qui disent j'ai appris des choses en 3 jours que j'avais jamais vues en 30 ans de pratique, j'ai fait du club pendant longtemps, on m'a jamais appris ça, jamais comme ça, et j'ai enfin compris des choses, et je progresse. Je vois que je progresse encore à mon âge. Hyper gratifiant, ça fait plaisir, c'est pour ça qu'on le fait. Donc moi, je pense que c'est justement, il faut arrêter de cloisonner en fait ces deux mondes entre guillemets du haut niveau et de monsieur et madame tout le monde. Au contraire, c'est que ce genre de stage qu'on peut proposer, d'un projet, c'est exactement ça, c'est de rapprocher et de décloisonner ces deux mondes pour profiter que ça profite à tout le monde en fait. C'est l'objectif, c'est d'à la fois donner, là pour donner, transmettre ces données aussi. Tout ce que j'ai pu vivre et tout ce que j'ai pu apprendre, et aux gens en face de moi de pas avoir peur de recevoir justement tout ça pour permettre que tout le monde s'épanouisse et progresse. Enfin, le but, c'est de s'épanouir. Hein. À la base, c'est ça, c'est de prendre du plaisir, s'épanouir. Et moi, en tout cas, aujourd'hui, je m'épanouis dans cette transmission. Et je veux que ces gens-là, tous ces adultes, se disent, mais on nous ouvre les portes, il faut qu'on arrête de croire qu'elles sont fermées, ou qu'elles sont bloquées. Non, elles sont grandes ouvertes, en fait. Allez-y, venez, rejoignez-nous, rejoignez tous ces projets-là. Au contraire, ça fera progresser tout le monde et ça rendra et épanouit beaucoup plus de gens. Et c'est ce qu'on souhaite, en fait, tout simplement. C'est notre rôle. J'ai l'impression qu'il faut pas se demander est-ce que j'ai le niveau ou est-ce que j'ai les compétences, mais plutôt quel niveau et quelles compétences ont-ils à m'apporter, et m'offrir. Pour avoir pas de là d'où je suis, mais où est-ce que je peux aller? Je peux aller en Équatorial. Moi, je suis d'accord avec ça. Et c'est marrant parce que je suis sur Paris, donc hier j'étais au centre aquatique olympique et il me disait qu'il y a plein de gens qui peuvent pas aller nager là-bas parce qu'il y a les anneaux olympiques, parce que c'est la piscine des Jeux olympiques et ils se disent ah bah non mais je peux pas. Enfin, pareil, j'ai pas le niveau de cette sensation-là. Est-ce que tu as des idées de où ça peut venir? C'est le côté un peu inaccessible du haut niveau. C'est-à-dire que dans tous les sports, moi, les sports, je suis beaucoup de sports. Ça me fascine de voir le très haut niveau. Quand je vais le voir en live, parce que j'aime beaucoup aussi voir, je suis émerveillé par ce que je vois dans n'importe quel sport. Moi, étant du métier, quand je pratique, si demain, je dis n'importe quoi, hein, on me propose de faire du saut à la perche avec Mondo du plantiste. Si on me dit, il fait des stages, de moi-même, ma première réaction, ça serait, mais j'ai pas le niveau. Ça serait, effectivement, j'ai jamais pratiqué, je sais pas faire. Ouais. Après, donc la réaction, je pense qu'elle est logique et humaine. Le CAO, en l'occurrence, tu en parles. Effectivement, la piscine des Jeux, les anneaux olympiques, on identifie ce lieu à un lieu de haut niveau. Maintenant, pour changer cette image, il faut se servir, il faut à la fois d'abord proposer
des choses. Donc là, il y a une offre qui est proposée, en l'occurrence au CAO. Il faut communiquer, montrer ça, évidemment. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce monde vit comme ça. Il faut communiquer, utiliser tous les moyens de communication pour montrer que c'est accessible et quoi. Il y a des choses proposées. Et je pense qu'après, ce qui va changer, c'est rendre accessible le monde du haut à tous. C'est par toutes ces actions, notamment de solidarité ou de tous ces événements, créer des événements. En fait, moi, c'est pour ça aussi que je fais ça, c'est que j'ai des idées aussi d'évolution dans des événements, de proposer des rencontres, des événements justement liés à connecter ces deux mondes, en fait. Je pense que c'est ça, c'est à la fois communiquer, mais aussi créer du contenu en termes d'événementiel, mais aussi de communication digitale. Podcast, par exemple. C'est rendre accessible ces deux mondes qui s'opposent trop, alors que ils devraient pas. C'est la même chose. C'est juste qu'au contraire, ces deux mondes se connecter et s'embriquer profitera à tout le monde, en fait. C'est ça l'objectif. Déjà, il faut aussi savoir que le monde élite, entre guillemets, il n'existe pas sans l'autre. Il Exactement. n'existe pas sans les écoles de fashion, sans les adultes qui viennent nager. Et à l'inverse, ce qui donne envie aux jeunes, aux adultes et à tout le monde de pratiquer, c'est la vitrine, entre guillemets, c'est le haut niveau, parce que c'est ce qui est visible, en fait. Qu'est-ce qui a donné envie à beaucoup d'enfants après les Jeux, Léon Marchand, aux Jeux qui cartonnent, ça a donné envie à beaucoup de jeunes, et c'est dans tous les sports, c'est comme ça. Donc, l'un ne va pas sans l'autre, effectivement, c'est indissociable, en fait. Donc, et tous ces champions, ils sont tous passés, comme tu dis, par les clubs. Et qu'est-ce qui leur a, les clubs ou autres, mais en tout cas, qu'est-ce qui leur a donné envie? Souvent, c'est ce qu'ils ont vu à la télé, parce qu'ils ont vu les champions, et c'est ça qui donne envie de pratiquer. Pour les jeunes, je parle. Pour les adultes, c'est aujourd'hui, on est beaucoup dans le sport bien-être, et c'est normal. Il faut pour être bien avec soi-même et se sentir bien, et le sport, c'est indispensable. Mais on n'a pas tous des objectifs de compétition. Mais par contre, on peut se nourrir de ce monde-là pour se sentir mieux, justement. Donc, Voilà. On va conclure là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2026? écoute, ce qu'on peut me souhaiter, c'est de continuer à vivre de ma passion, parce que ça fait 25 ans que je le fais, et je pense que c'est une énorme chance. Quand je vois mon entourage de tout, voilà. Souvent, c'est que vivre de ta passion, c'est une chance incroyable. Donc voilà, c'est de continuer à vivre de ma passion, continuer à développer mes projets, de continuer à donner tout ce que j'ai reçu pendant 25 ans. J'ai une approche qui est un peu différente. J'ai été baigné dans la perf pendant 25 ans, la performance. Aujourd'hui, je sais pas si j'y retournerai, mais en tout cas, tout ce que je suis sûr, c'est que je veux continuer à donner dans ce milieu, qui est la natation, et de diffuser en tout cas ma passion pour ce sport et cette activité au plus grand nombre. Tom, c'était un plaisir d'avoir sur Smart, de faire d'autres épisodes parce que on a fait court parce que il y a eu la tempête hier, donc on avait un peu de temps. On a dit plein de fois qu'il n'y avait pas de règles, qu'il n'y avait pas de. Je pense qu'il y en a une et je pense que tu seras d'accord. Mettez vos maillots de bain, allez nager, tout par delà, et c'est l'étape qui est pas la plus facile, mais qui est la plus importante. Ah ouais, je suis d'accord. C'est le plus beau sport, le plus complet, et en tout cas celui qui est le moins traumatisé. Blessure en natation, et on prend beaucoup de plaisir dans ce milieu, et on n'a pas d'air confirme. Voilà, donc tous les liens de Sango sous Legacy, le stage 21 sont en description. Suivez-les sur Instagram, c'est déjà intéressant et puis aussi important pour leur communication, pour faire découvrir au plus grand nombre. D'abord, abonnez-vous à SwimSmart, prêt à aller vous abonner à leur compte, c'est important. Et puis, qui sait, bientôt l'épisode sur Stage 21 ou dans un de tes stages, Stade de la Place, avec plaisir. Je vais te dire merci Théo. Merci à toi, à très vite. Au revoir. Si cet épisode t'a parlé, si tu t'es reconnu dans ce qu'on a dit sur la stagnation, la confiance ou la transmission, alors ne laisse pas ça au stade de la réflexion. Passe à l'action. Et pour ça, pour t'accompagner, pour t'aider, j'ai préparé pour toi un cadeau gratuit. Un guide qui s'appelle « Reprendre le contrôle de sa natation ». Ce n'est pas un plan, c'est pas une leçon technique, c'est un point de départ pour les nageurs adultes sérieux qui s'entraînent régulièrement, mais stagnent sans comprendre pourquoi. À l'intérieur, tu vas poser un cadre simple, travailler. Pourquoi ? Et surtout comment redonner du sens à tes séances dès ta prochaine entrée dans l'eau. Le lien est en description. Prends-le maintenant tant que l'épisode est encore frais dans ta tête. Et si tu veux soutenir SwimSmart, pense à t'abonner. Si tu entends ça, si tu es encore là, ça fait 1 heure,
que tu nous écoutes, que tu écoutes Olivier. Je pense que ça te plaît. Sinon, je te conseille de partir bien plus tôt. Donc voilà, pense à t'abonner, c'est important, ça aide SwimSmart, ça aide d'autres nageurs. Et si tu connais quelqu'un qui nage, qui doute ou qui s'entraîne sans trop savoir s'il progresse, partage-lui cet épisode. Ça peut vraiment lui faire un déclic. Tous les liens de l'épisode sont en description. N'hésite pas à y faire un tour. Regardez, réservez, fais ce que tu veux avec, mais sois curieux et profite de l'aubaine d'avoir de tels champions qui rendent accessible leur passion, leurs compétences, leur expertise. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve très vite dans l'eau. L'épisode de samedi va continuer cette réflexion avec un angle un peu différent, donc abonne-toi pour pas louper ça. Et je te souhaite une belle journée. Salut!